Le réchauffement climatique est une invention défendue par les États-Unis, par les Nations Unies, pour créer un nouvel ordre mondial totalitaire et s'opposer au capitalisme et à la liberté. Cette bêtise très coûteuse d'écologisme doit disparaître. Bon, je vous laisserai deviner le président américain au teint orangé qui a tenu ces propos. Cher public, très cher membre du jury, quand j'étais petit, avant même d'ouvrir les yeux le matin, j'entendais toujours dehors cet oiseau, avec un chant très bas et paisible. C'était une tourterelle turque qui revenait toujours le soir venu pour chanter à nouveau. Je ne l'ai plus entendu depuis quelques années à présent. Là aussi, vous pourrez deviner pourquoi. Bon, on m'a dit de commencer sur quelque chose d'un peu percutant, d'un peu positif, alors quelque chose de plus factuel, peut-être. Une centaine d'espèces ont officiellement disparu depuis 2020, comme l'espadon de Chine, le dauphin du Yangtze, ou l'année dernière encore, en Haute-Loire, le courlis à bec grêle. Bon, je n'arrive pas trop à commencer sur un message d'espoir. Je ne suis ni manifestant, ni féru de politique. C'est drôle, c'est comme si l'écologie était toujours un sujet affligeant. Alors, ces noms exotiques que je viens de vous citer ne vous ont sans doute pas choqué, et c'est vrai, on entend toujours parler de cette espèce extrêmement rare, de ce rat taupe tacheté de Patagonie qui vient de disparaître, et c'est triste, mais soyons honnêtes, vous, comme moi, ça ne nous intéresse pas plus que cela, ça ne nous marque pas. Qu'en avons-nous à faire ? Parmi les millions d'espèces recensées, ce n'est quand même pas ce pauvre rat taupe qui va changer la face du monde. Tout juste nous fait-il un petit pincement au cœur quand on l'aperçoit dans un documentaire Arte et qu'on apprend qu'il n'en reste aujourd'hui plus que 16, condamnés par la disparition de leur forêt du Sud, sur fond de reproches à nous, bien assis dans notre canapé Ikea en bois de hêtre. Alors, c'est un peu comme si on nous en voulait à nous, des millions de tonnes de CO2 déversées dans l'atmosphère annuellement. Oui, tous les discours écologiques que nous entendons sont pour le moins tristes, pessimistes, un peu agaçants, voire carrément moralisateurs. L'écologie, pour beaucoup, c'est devenu ce sujet duquel on se moque un peu, même si on est bien d'accord pour dire qu'il fait un petit peu trop chaud pour un mois de mai. Alors, on admet certes beaucoup des dires des écologistes, et pourtant, c'est le genre de choses, exactement le genre de choses dont on ne tient pas compte dans nos agissements. On ne parvient pas à s'isoler non plus de toutes ces statistiques presque quotidiennes qui passent aux actualités et qui nous prouvent que l'environnement va de moins en moins bien. Le rat taupe tacheté a disparu. Ne comptons plus sur 90% des glaciers des Alpes, sur la barre des 1,5 degrés, et acceptons qu'a commencé une 6e extinction de masse, comme l'indiquent les meilleurs des biologistes du globe. On est collectivement assez déçus d'entendre constamment passer des nouvelles plus décevantes les unes que les autres. On n'aime pas en entendre parler, et on n'aime pas en parler entre nous. Ça plombe toujours un peu l'ambiance. La question écologique semble en perpétuelle dégradation, ce n'est guère engageant. Et puis c'est vrai, il est plus facile pour certains individus de respecter des principes environnementaux, de rouler en voiture électrique, qui demeurent, quoi qu'on en dise, globalement plus vertes que leurs homologues diesel, de prêcher notre boucher artisanal du coin avec un label bio, fin gras du Mézin. Dans ce cas, qu'est-ce qu'un luxe ? Un luxe, par définition, c'est un objet ou un plaisir que l'on s'offre sans réelle nécessité. S'acheter un vison est un luxe, partir à Bali est un luxe, tout le monde ne peut pas se l'offrir et personne n'en a un réel besoin. Notre mode de vie ne serait pas dégradé sans le luxe. Passer d'une production d'énergie au pétrole polluant vers le solaire ou l'éolien dit propre, ça a l'air d'être une dépense qui n'apportera pas de bénéfices supplémentaires. En somme, c'est une dépense de plus pour les petits contribuables dont les privilégiés ne souffriront pas. Tenez, quand on imagine un écolo typique, on imagine Cerise, cette fille aux cheveux bleus qui, après avoir fait un séminaire au Soudan, s'est prise de passion pour sauver notre mère la Terre avec un canal Instagram et du soja à 12 € de la Biocoop. Cerise vous fustige quand vous utilisez ChatGPT car les serveurs consomment de l'eau et elle partage du même coup une story la montrant croquant dans une pomme, hashtagée healthy et bio sur son iPhone pour lequel 2 enfants du Cameroun ont dû travailler sans relâche. Ça vous fait rire ? On n'a pas tous des parents banquiers comme Cerise,
pour se nourrir avec des graines, ou le temps de vérifier l'étiquette quand on achète une conserve, alors qu'on a dû lâcher son travail pour s'occuper seul de ses 3 enfants. En fait, l'écologie souffre un peu d'image de marque. On connaît tous une cerise qui nous rabat à longueur de temps, que nous sommes tous coupables, que dans une avalanche, aucun flocon ne se sent jamais responsable, même si, faute de neige, cette métaphore ne sera bientôt plus valide. Mais l'exposant, la puissance de cette incompréhension, ce sont en fait beaucoup de politiciens qui la réutilisent. Oserais-je le dire ? Mais l'écologie, aux côtés de la culture et de l'Europe, est la première victime du populisme. On tombe très aisément amoureux de ces jeunes loups de la politique qui veulent charmer les classes moyennes en crachant sur les dépenses pour l'environnement, qui, dans l'éducation, pourraient, à vous, réduire les effectifs de vos classes de terminale en sureffectif, réduire le prix de votre essence quand vous venez le matin et peut-être augmenter un peu la paie de votre prof de l'enseignement public qui, on le sait, n'est pas brillante. Bon, je peux lâcher la première place après ça. Enfin bref, l'écologie, c'est un peu devenu ce mot fourre-tout où on casse toute la colère qu'on a en tant que citoyen, soit par irritation, soit par sentiment d'infériorité. C'est une conséquence de la conscience de classe. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ici, c'est un peu comme quand on sait pertinemment qu'on n'a pas les mêmes moyens qu'un cadre, qu'une cerise peut-être. Mais essayons de voir au-delà de ces stéréotypes. Cerise a une amie qui s'appelle Alice. Alice touche le RSA, peut-être à peine un SMIC. Elle a vécu quelques années sous les ponts avant de trouver une alternance dans une boîte de comptabilité un peu miteuse. Nous sommes en 2023, Alice a environ 60 ans. Le 16 juillet, elle fait partie des 20 000 personnes de l'été à se retrouver aux urgences en raison de la canicule. Son organisme surchauffe, elle est en hyperthermie. Et elle n'a à l'époque pas de logement pour s'abriter de la chaleur. Le 18 juillet, Alice passe en urgence vitale avant de décéder tranquillement dans la soirée. Elle fait partie des 5 000 Français morts cet été-là à cause de la chaleur, qui a été attribuée au changement climatique depuis. Alors, Alice, qui a réellement existé, et moi-même aimerions vous pointer un paradoxe du doigt. Quand on s'identifie comme quelqu'un qui ne vit pas dans le luxe, qui n'a pas les ressources nécessaires pour ce que l'on perçoit comme une superficialité, qualifier l'écologisme de déraisonné, c'est un peu se tirer une balle dans le pied. Alors, certes, vous n'allez pas en mourir, mais il y a beaucoup de choses que vous allez louper à cause de ça. Dire qu'un futur sombre nous attend, ça n'exacerbe pas les nationalismes, la grandeur d'âme, ce n'est pas très vendeur, à la grande joie des politiques dont je parlais plus tôt d'ailleurs. Alors, désolé si j'en déçois certains en disant que nous sommes encore loin pourtant, comme dans le film Géostorm, d'être au-delà de tout sauvetage climatique, et ce, même si nous dépassons régulièrement de nouvelles dates butoirs. Il est en effet généralement ardu de défendre l'écologisme sans parler des enjeux. Et on préfère souvent entendre parler d'un futur où tout va mieux, avec quelques mesures simples et sans dégâts pour personne. Mais cela, en d'autres termes, une planète saine dans un futur utopique, ça a un nom. C'est du solarpunk. C'est une esthétique, pour vous l'expliquer, dans laquelle on imagine une société qui a su combiner développement et écologie. On y alimente son foyer à l'énergie solaire, et on y laisse pousser les herbes folles dans son jardin, et on n'y manque pas d'eau en août. Et en prime, notre capacité d'attention est restaurée à un niveau pré-vidéo courte. Forcément, il n'y a plus TikTok. Et surtout, le solarpunk ne laisse personne le regarder en face en disant, comme le disent certains orangés des États-Unis, une invention du Politburo. Alors sérieusement, en entendant ça, peut-on dire que ce sont les écologistes les excentriques ? Les plus extrêmes d'entre eux rêveraient qu'il y ait plus de fleurs dans les champs, que les cours d'eau soient rendus baignables à nouveau, et du côté des sceptiques par commodité, les plus extrêmes, quant à eux, nous parlent d'écoterrorisme, en parlant des scandales des méga-bassines. Et ça, c'est ranger meurtriers et environnementalistes dans une même case. Mais si on admet qu'on peut juger une opinion par ces extrêmes, dans ce cas, l'écologie est un peu l'élève sympathique de la salle de classe. Si on l'écoute d'un peu plus près, on s'aperçoit que ce n'est pas cette jeune militante assoiffée du sang de ceux qu'elle juge comme responsables de la disparition des koalas. C'est plutôt cette fille timide, avec des tresses, qui se fait taper dessus à la récré parce qu'elle suggère doucement qu'il serait peut-être mieux de jeter ce pot de yaourt avec les plastiques plutôt que dans la poubelle verte. Couper le robinet quand on se brosse les dents, est-ce un luxe ? Est-ce un luxe de prendre son vélo plutôt que sa Volvo ? Est-ce un luxe de prendre une habitude puisque l'écologisme, sa première phase, sa première adaptation se résume à une prise d'habitude ? De nos jours,
L'écologie et la mentalité écologiste ont été réutilisées, repensées pour rentrer dans les discours de leurs opposants. On est pourtant bien capable d'imaginer un futur clair, un futur prometteur, mais même sans cela, et je finirai là-dessus, ne pouvons-nous pas transformer notre actuelle crise de conscience en prise de conscience, transitionner d'un sentiment de culpabilité vers une forme d'espoir? Tenez, je pourrais finir par exemple en vous citant Churchill, qui, après l'épisode du smog de Londres de 1952, a malgré tout pris quelques mesures en faveur de la qualité de l'air. Mieux vaut prendre le changement par la main avant qu'il ne nous prenne par la gorge, a-t-il dit. Mais nous devons aujourd'hui envisager une écologie plus vraie, telle qu'elle est véritablement, telle qu'elle a été imaginée, qui ne permet plus de parler de luxe ou de scepticisme. Comme toute idéologie, l'écologie a un but, une finalité. Non, je préfère finir ainsi. Nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants. Antoine de Saint-Exupéry, je vous remercie. Mesdames et messieurs le jury, cher public, l'hypocrisie est l'art du courtisan. Je préfère vous prévenir d'emblée, je n'ai aucun désir d'adoucir la vérité que je vais vous offrir. Vous définiriez-vous comme des écologistes, ou sans parler de conviction ou même de doctrine, vivez-vous de façon écologique? Êtes-vous de ceux qui étudient l'écologie, de ceux qui se battent pour elle, ou êtes-vous de ceux qui n'en pensent rien et qui regardent de loin le fil du débat? L'écologie n'est pas un luxe, mais de quelle écologie parle-t-on? De l'écologie silencieuse, l'écologie qui nous pousse à acheter ceci plutôt que cela, de cet agglomérat de greenwashing qui nous pousse à croire que porter un t-shirt avec une inscription WWF fait du bien quelque part à notre cause écologique. D'écologie militante, prenons par exemple Greta Thunberg, figure polémique au possible. Était-elle une défenseuse de la vie sur Terre ou une dangereuse activiste? De l'écologie politique. Le principe fondamental de l'écologie ne devrait-il pas être de tous les partis? Enfin, si on parle d'écologie scientifique, en nous demandant s'il s'agit d'un luxe, dans ce cas, je ne veux pas vous froisser, mais déjà, votre sujet est absurde. Je ne sais pas, allez-vous vous demander si les maths ou la physique sont un luxe? Je ne pense pas. Par cette question, vous voulez parler de l'écologie sous son jour politique, celle qui vise à créer une société fondée sur la défense de l'environnement, la démocratie participative et le pacifisme. Par le terme d'écologie politique, vous oubliez qu'avant tout, l'écologie est une science. Celles et ceux qui étudient l'écologie sont des écologues, tandis que l'adjectif associé à l'écologie politique est écologiste. Vous me demandez si l'écologie est un luxe. Je vous répondrai qu'une fourmi ne pourrait pas soulever une plaque de goudron. Nous le savons tous, nous l'observons chaque instant. C'est une banalité de dire que les puissants individus de ce monde, que les grandes richesses, que les influenceurs servent leurs propres intérêts. Par rapport à ces personnes, nous savons qu'à notre échelle, nous ne pouvons rien. Nous ne sommes quasiment qu'un assemblage de petits atomes minuscules éparpillés dans l'univers. Et pourtant, comme la métaphore du colibri de Pierre Rabhi, le seul qui, lors de l'incendie, prélève une goutte d'eau qu'il lâche au-dessus des flammes, certains d'entre nous, nous faisons notre part, nous nous accrochons, on se bat, on se démène dans notre action citoyenne pour faire fléchir nos dirigeants. On essaye de faire entendre notre voix par-dessus la leur qui croient tout savoir pour notre bonheur. Nous essayons, coûte que coûte, de les faire changer d'avis sur l'avenir de notre planète, sur leur acharnement à vouloir toujours plus de croissance, plus de fortune, au détriment de leur propre vie. Car oui, mesdames et messieurs, nous sommes nos propres destructeurs pour celles et ceux qui avaient encore de la colle dans les yeux. Nos voix sont rarement entendues. Ce n'est pas notre nombre qui nous donne le pouvoir. Bref, nous pouvons être découragés. Nous n'arriverons pas à ouvrir les yeux de ces gens puissants sur leur piédestal doré, ni à les apitoyer sur notre sort. Les moyens du changement ne résident pas entre les mains du consommateur. Mesdames et messieurs, ne pensez-vous pas que le savoir-être en matière d'écologie
l'espoir et la volonté de changer quelque chose n'émanent pas d'abord de l'éducation et du savoir. La soi-disant ignorance futile et grotesque que peuvent avoir nos supérieurs n'est qu'un masque pour toujours produire, croître, s'enrichir. Ces oligarques qui ont le luxe, la possibilité, l'argent pour faire changer les choses, ils n'en ont pas envie, mais ils le peuvent. Et c'est humain au fond. Comme les sociologues Pinson-Charlot l'ont précisé dans leurs études, quand je suis pauvre, je ne peux pas changer les choses. Et quand je suis riche, pourquoi changerais-je quelque chose? Ils sont indifférents à notre sort, car leur monde prospère et préservé leur est garanti. C'est une réaction humaine, égoïste, déraisonnée, suicidaire. Si l'échange avec les grandes fortunes propriétaires de Nestlé, de Casino, nous ont barré peut-être le militantisme politique et citoyen, présente-t-il un espoir? Je pense ne rien vous apprendre en vous disant que nous avons des influences négatives sur notre vie, sur notre avenir. C'est bien beau de le savoir, mais faudrait-il encore que nous le prenions en compte? Parce que oui, c'est facile de dire que les choses vont mal, que le monde dans lequel nous vivons ne tourne plus rond, que c'était mieux avant, que tout fout le camp sur notre terre, comme dirait Claudio Capéo. Mais si l'hypocrisie est un outil du courtisan, elle est aussi un allié puissant du maître. Nous, les pays riches et puissants, tout développés que nous sommes, nous avons tout détruit, tout saccagé, tout défiguré, tout massacré. Et aujourd'hui, nous demandons au monde de réduire sa production de gaz à effet de serre alors que nous, avant eux, en avons dégagé des milliards de tonnes dans l'atmosphère sans remords. Ce sont les bénéfices qui en sont issus. C'est notre place de nation dominante qui nous est donnée par la révolution industrielle, qui nous offre le luxe du doute, l'embarras du choix. Nous demandons au monde de se convertir à l'électrique ou aux énergies renouvelables, alors que nous sommes passés dans un premier temps par le charbon, par le gaz, par le pétrole, pour en arriver là où nous en sommes aujourd'hui, c'est-à-dire des pays riches et développés. Comme l'a dit notre président Chirac, la maison brûle et nous continuons de regarder ailleurs. En fait, c'est un peu comme si nous demandions aux plus pauvres de ne pas aspirer à une vie meilleure. C'est inhumain et c'est très culotté pour nous qui vivons dans le confort. Et aucune grande puissance n'avait jamais vraiment, au détriment de son contrôle-pouvoir mondial. Entre nous, qui sont les pyromanes? Concrètement, nous demandons à ceux qui nous sont soumis économiquement d'arrêter de se développer. Nous les stoppons à l'état de fœtus, nous arrêtons la grossesse, nous dénigrons le processus de formation, de croissance. C'est tuer l'embryon dans l'œuf, interdire à des pays auxquels manque encore la sécurité sociale, le développement et le bien-être de leurs habitants. Par exemple, nous tentons d'empêcher la croissance agricole du Brésil en réduisant au maximum la destruction du poumon de la terre. Je ne critique pas, nous avons besoin de restaurer notre planète, de la sauver, de lui donner un petit coup de pouce pour sa survie et donc indirectement pour notre survie. La déforestation, elle agrandit certes le territoire fertile du pays, mais elle apporte aussi à celui-ci une richesse toute autre grâce à la plantation du soja, à l'élevage qui en découle et aux exportations engendrées desquelles ils peuvent enfin tirer bénéfice. C'est la même misère en Indonésie, avec l'huile de palme qui se retrouve chaque matin dans votre tartine au Nutella. Ces pays dépendent non seulement encore en grand nombre de nos aides humanitaires, nous sommes également leurs plus grands clients en matière de produits écocides. Bref, vous l'aurez compris, à l'échelle mondiale, l'écologie est bien un luxe pour les pays en voie de développement. Un président africain a même dit que l'écologie était la politique des ventres pleins. Dans notre société française, pour tout un chacun, c'est un luxe d'être écolo. Les produits bio, sains et locaux coûtent plus cher que les fast-foods ou les boîtes de conserve. Construire une maison, c'est déjà une jolie somme d'argent, mais avec des convictions en plus. Construire une maison écologiquement ou bioclimatique, avec des biomatériaux, avec du bois, avec des panneaux solaires ou photovoltaïques, avec un recyclage d'eau pluviale. Non, on ne connaît pas. Il faudrait d'abord se donner la peine de s'informer, de se renseigner sur le sujet. On reste dans notre petit confort et on ferme les yeux sur le monde extérieur. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce n'est pas comme ça que les choses vont changer. Par contre, c'est comme ça que les choses vont empirer.
Enfin bref, moi, ça me tient à cœur de voir que l'argent qui part par vos impôts ne sert pas qu'à acheter des fusées ou du matériel militaire, mais qu'en fait, il y en a une petite partie qui revient à l'écologie, qui revient à notre sauvetage. En effet, l'État peut choisir où placer cet argent. Et s'il le souhaite, il peut, par exemple dans les énergies, faire du 100% renouvelable. Ou pour le transport, il peut développer le ferroviaire ou même le fluvial. Et en particulier le fret, c'est le principe de transporter des camions sur des trains afin d'utiliser de l'électricité plutôt que du carburant. Mais il peut aussi avoir des choix d'orientation agricole. Il pourrait favoriser les aides aux agriculteurs bio, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et il pourrait faire passer des lois vertueuses qui protègent les agriculteurs comme les consommateurs. Pourtant, on nous propose des lois comme la loi du plomb. Pour réintroduire les néonicotinoïdes, vous savez, ces produits infects qui tuent nos abeilles et nos papillons. Avec des lois comme celle-ci, je vous le dis, notre avenir a du plomb dans l'aile. L'État a également un rôle de contrôle et de surveillance. Pour cela, il devrait faire fonctionner le Code de l'environnement, qui est largement piétiné, et l'OFB, Office français de la biodiversité. Toutes les sensibilités politiques ne sont pas attachées à défendre cet organisme pourtant très utile et nécessaire. L'État pourrait avoir des programmes ambitieux en matière d'écologie dans les écoles. Il pourrait inciter les mairies à avoir une gestion durable des communes. Mais tout dépend de la sensibilité de chacun. Pour le moment, en France, toutes ces mesures possibles sont timides et ignorées. Nous pourrions faire tellement plus. En France, nos députés ont le luxe de pouvoir faire de l'écologie politique, mais ils n'en saisissent pas les enjeux et ne s'emparent pas des problématiques épineuses. Ils s'acharnent à réparer les conséquences. Ils ne s'attaquent pas à la cause du problème. Bon, je vais arrêter de plomber l'ambiance parce qu'heureusement, nous faisons quand même quelque chose pour notre planète, nous qui avons de l'argent. Et par exemple, nous allons organiser des grandes campagnes de revitalisation des espaces urbains. Même si ça fait mal au porte-monnaie, ça ne peut pas faire de mal aux citadins de voir quelques touffes d'herbe par-ci, par-là, et de les reconnecter avec la nature. Ils n'ont peut-être pas notre connaissance du vivant, notre proximité avec les potagers et les élevages, mais ils peuvent comprendre tout l'intérêt qu'ils ont à verdir leur mode de vie. Bref, donner de la vie à nos villes, c'est nous rendre vivants. Cela fait baisser la température et donc protège la santé de ses habitants. Et en plus, une étude de l'équipe Pacte Climat montre que les personnes qui se promènent régulièrement dans la nature, qui respirent le grand air, qui regardent le verre qui les entoure, sont moins stressées et sont plus aptes à réfléchir. Alors heureusement que nous vivons en Haute-Loire. Et oui, le verre nous fait de l'effet. Darwin a dit « Les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes ou les plus intelligentes, mais celles qui survivent au changement. » La pollution massive, le réchauffement climatique sont des révolutions en soi. Nous peinons à nous y adapter face aux puissants et à leur possession. Darwin a découvert l'origine de notre espèce. Accepter le luxe. C'est ainsi que se termine la grande aventure de l'évolution humaine. Je vous remercie.